au sorti de l'indépendance, on avait deux pères fondateurs. On appellera, il y a Youlou et Opango, qui avaient eu la sagesse de se mettre ensemble. Quand on arrête Youlou, Opango est en mission. Et quand il rentre, il demande à rejoindre Youlou à la maison d'arrêt. Mais cet esprit, on ne le retrouve plus après ces gens-là. Après Youlou et Opango. Après Youlou et Opango, on rentre maintenant dans des idéologies, le socialisme scientifique, le socialisme bantou, tout ce que vous voulez. Et maintenant, les clivages interviennent à ce moment-là. Quand on voit actuellement au Congo, on n'a pas un projet de société. On ne sait pas là où on va. Il n'y a pas une constitution. On n'a pas de garde-fou. C'est beaucoup plus une instrumentalisation. Les gens qui sont arrivés au pouvoir se sont dit le seul moyen de s'enrichir, c'est de rester au pouvoir. Parce que le problème du Congo, jusqu'à ce jour, ce n'est pas un problème de projet politique, ce n'est pas un problème d'idéologie, c'est un problème d'argent. Mais je pense que moi je l'ai écrit, j'ai dit que M. Macron, nous n'attendons rien de vous. Vous attendez quoi de la France? Et M. Macron est au pouvoir depuis combien de temps? C'est le deuxième mandat qu'il entame. Ça fait 5 ans qu'il est au pouvoir. Il y a eu le discours de Ouagadougou. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Le contexte géopolitique a changé avec la guerre entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Donc, il y a un chambardement géopolitique. Et puis, il faut, comme toujours, l'Afrique maintenant est très, très convotée à cause de ses richesses. Non seulement richesses énergétiques, et aussi au niveau de la transition écologique. Oui, absolument. Notamment avec les émissions de carbone et aussi avec les ressources minières comme le cuivre et le cobalt et le coltan dont les Occidentaux ont besoin pour leur transition énergétique. Donc, l'Afrique maintenant est très, très courtisée. On ne l'a pas dire maintenant. Maintenant, l'Afrique a toujours été courtisée depuis les indépendances et même avant. Non, mais elle a été courtisée, mais quand on dit maintenant, c'est par rapport à la France. Avant, il y avait la France qui avait la mainmise sur l'Afrique noire. C'est vrai. Maintenant, il y a la Turquie, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a même les Américains qui viennent. Les Américains aussi viennent, ils veulent prendre leur part du gâteau, surtout en RDC. Et il y a bon, plus ou moins la Belgique. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on attend de la visite de M. Macron en Afrique centrale? Le logiciel est le même, le discours est le même, rien n'a changé, surtout pour nous au Congo-Brazzaville. Il y a 3 ans, M. Le Drian, qu'est-ce qu'il disait? J'ai dit à M. Sassou, les yeux dans les yeux, il fallait qu'il libère le général Jean-Marie Michel Mokoko et le ministre André Okobi Salissa. 3 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Donc, alors, c'est un discours hypocrite de la France, alors, au fond. Est-ce qu'on peut dire de cette manière-là? Est-ce que c'est courageux de dire la France a toujours été hypocrite vis-à-vis des Africains. C'est toujours une politique à géométrie variable. Mais vous savez, l'essence même de la politique étrangère française, c'est quoi? La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est un plaisir inestimable de vous retrouver à Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance, après un certain temps d'éclipse. Alors, pour aujourd'hui, nous aurons une personnalité que nous connaissons déjà à notre chaîne, qui est le docteur Aimé Césaire Patrice Miakasissa. Monsieur Miakasissa est médecin, mais il est également un écrivain. C'est une personne qui est très présente sur les médias sociaux et qui publie beaucoup sur le Congo-Brazzaville, des publications éminemment politiques. Et M. Miakasissa est un connaisseur presque achevé, n'est-ce pas, du contexte politique au Congo-Brazzaville. Alors, on va accueillir notre invité prestige. Bonjour, Monsieur Miakasissa. Bonjour, Monsieur Georges Thomas. C'est un plaisir de vous retrouver.
Absolument. Comment allez-vous? Nos Dites-moi d'abord. téléspectateurs. Ça va très bien. Voilà. OK, mais c'est parfait. On est Mais prêts c'est pour un, comme je l'émission. le dis souvent, c'est un bonheur inestimable de vous avoir à notre plateau, comme d'habitude. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous avons de bien. l'actualité. Nous avons de l'actualité et la toute dernière, c'est, je pense, la tournée en Afrique centrale du président français, Monsieur Emmanuel Macron. Et cette visite a fait couler beaucoup d'encre et continue à faire couler beaucoup d'encre, aussi bien en Afrique qu'ici dans l'Hexagone. Et pourquoi ça fait couler beaucoup d'encre? Parce que nous traversons déjà une période extraordinaire au niveau global, je veux dire, au niveau global, au niveau de la sous-région de l'Afrique, et aussi, c'est un peu ce redessinement. On a comme l'impression qu'il se redessine un nouvel ordre mondial qui appelle à se stabiliser. Il y a la guerre en Europe entre la Russie et l'Ukraine. Et en grattant un peu, on trouve que finalement, c'est une sorte de guerre mondiale qui ne dit pas son nom et qui a une forme assez particulière. Et donc, ce contexte-là a un impact, évidemment, dans les rapports que la France entretient avec l'Afrique et que la France entretient avec le Congo-Brazzaville. Pourquoi un aussi petit pays comme le Congo-Brazzaville, qui dans les années 60 avait quoi, peut-être moins d'1 million d'habitants, les années 80, on a peut-être atteint les 2 millions ou peut-être même 3 millions d'habitants, et qu'aujourd'hui, on nous parle de 4 à 5 millions d'habitants, et le Congo-Brazzaville est parmi le troisième producteur de pétrole en Afrique noire. Le Congo-Brazzaville a formé beaucoup de cadres dans tous les domaines. Et pourquoi ça ne marche pas au Congo-Brazzaville, docteur Nyakassissa? La problématique du Congo-Brazzaville, c'est dès le départ, dès le début des indépendances, on n'a pas pu mettre en place un cadre structurel qu'on appellera tout simplement la Constitution pour que tous ont pu se retrouver pour gérer le pays. Qu'est-ce qui se passe? Après une indépendance qu'on nous a donnée, qu'on a confiée à certains dirigeants, ces dirigeants se sont comportés vis-à-vis du peuple comme des oppresseurs dès le départ, et ça continue. On arrive avec Youlou, on fait partir Youlou, on met Massamba Deba. C'est un groupe de gens qui ont une certaine idéologie qui sont là, avec Massamba Deba. Après, il y a Marien Gouabi, arrive le parti État. Alors là, ça devient un peu compliqué. Parce que c'est à partir de ce moment-là que l'on voit un certain, qu'on appellera le tribalisme, un certain séparatisme entre tous les enfants du Congo. Il y a un groupe qui prend le pouvoir parce qu'il a la force létale. Ils ont l'armée. Mais l'armée doit être au service d'une administration civile. Mais ce n'est pas ce qui se passe au Congo. Ces gens comprennent que venant du Nord, le Nord étant peu peuplé, c'est théorisé tout ça là. Ils ne peuvent pas accéder démocratiquement au pouvoir. Puisqu'il faut voir que nos populations n'ont pas encore cette conscience politique qu'on appelle par exemple la démocratie. On vote en fonction d'un projet, en fonction des idéaux. Mais nous, on vote en fonction qu'on appelle ça, du terroir du candidat. Donc, les gens du Nord ont compris que nous ne pouvons pas facilement accéder au pouvoir démographiquement parce qu'ils sont peu nombreux. Ils se sont accaparés de l'armée. Voilà. Maintenant, ils prennent le pouvoir par la force. Écoutez, docteur Nyakassissa, est-ce que la question du tribalisme, la question du tribalisme, était bien installée au Congo avant les indépendances? Parce qu'il faut qu'on reste un peu dans le cadre, ce qui accompagne les indépendances. Il y a l'administration coloniale qui était là, il y a un contexte historique, parce que le contexte historique, il faut voir d'abord ce qui s'était passé en Inde. Hein. Ça passe là-bas d'abord, hein. En Inde avec Indira Gandhi, et ce mouvement se répand
pont aussi jusqu'à l'Afrique et on parle des indépendances. Alors, puisque vous évoquez déjà Nord-Sud, quelle était à peu près la situation ethnique pendant la période coloniale, pour comprendre un peu la transition qui s'est passée dans les années 60 et comment est-ce que cette problématique a survécu jusqu'à prendre une ampleur telle que ce que vous venez d'expliquer, où le Nord et le Sud devient le clivage par excellence. Mais vous n'avez pas oublié la guerre de 59 qui avait opposé les gens du Nord et du Sud. Au sortir de l'indépendance, on avait deux pères fondateurs. On appellera, il y a Yulu et Opango, qui avaient eu la sagesse de se mettre ensemble. Quand on arrête Yulu, Opango est en mission. Et quand il rentre, il demande à rejoindre Yulu à la maison d'arrêt. Mais cet esprit, on ne le retrouve plus après ces gens-là. Après Yulu et Opango. Après Yulu et Opango, on rentre maintenant dans des idéologies, le socialisme scientifique, le socialisme bantou, tout ce que vous voulez. Et maintenant, les clivages interviennent à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que dès le départ, Marien Ngouabi, qu'est-ce qu'il fait? Marien Ngouabi veut réunir l'armée. Mais de l'autre côté, on a la Géménère. Qui est la Géménère? C'est Ange Diawara. Et pour réunir tous ces gens-là, qu'est-ce qu'il fait? Il coopte Ange Diawara, qui place comme le numéro 2. Or, n'oublions jamais que n'exerce le pouvoir que celui qui le détient. Le président, c'était qui? C'était Marien Ngouabi, c'était pas Ange Diawara. Docteur Nyakassissa, vous êtes parti un peu à très grands pas là, à parler de Marien Ngouabi un peu plus loin là-bas. Mais il faut quand même reconnaître, d'accord, il y a la guerre de 59. Vous avez bien aussi pu mettre en exergue un comportement, un agir politique de Opango qui demande à être prisonnier également avec Yulu. Bon, après, il y a Massamba Deba qui arrive au pouvoir. Mais Massamba Deba et l'abbé Fulbert Yulu sont du même coin, de la même ethnie. Mais là aussi, il y a eu clivage. Donc, c'est une façon de dire que le clivage ethnique, au fond, le rapport entre les Congolais n'est peut-être pas le grand problème et que c'est une instrumentalisation souvent que fait les hommes politiques et qui entraîne finalement toute la population dans cette bêtise-là. Bah oui, mais c'est purement, comme vous dites, c'est l'instrumentalisation. Ce sont beaucoup plus les opinions que les gens mettent en avant. Hein? Pourquoi? Mais parce que ça sert leur cause. Ils ont besoin de ça pour demeurer au pouvoir. Vous comprenez? C'est beaucoup plus une instrumentalisation de l'opinion qu'on voit dans la politique congolaise. Actuellement. Quand on voit actuellement au Congo, on n'a pas un projet de société. On ne sait pas là où on va. Il n'y a pas une constitution. On n'a pas de garde-fou. C'est beaucoup plus une instrumentalisation. Les gens qui sont arrivés au pouvoir se sont dit le seul moyen de s'enrichir, c'est de rester au pouvoir. Parce que le problème du Congo, jusqu'à ce jour, ce n'est pas un problème de projet politique, ce n'est pas un problème d'idéologie, c'est un problème d'argent. Mais attendez, M. Nyakassissa, un problème d'argent, ce postulat a l'air d'être un peu impertinent. Pourquoi? Mais l'argent, ils l'ont. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui et depuis un certain temps, c'est des gens qui ont accumulé des sommes incommensurables d'argent. Donc, on ne peut pas continuer à dire que la volonté de rester, d'être incursé au pouvoir pour très, très, très longtemps, soit, n'est-ce pas, une fonction de cette volonté de vouloir se faire de l'argent, puisqu'ils en ont des milliards et des milliards. Oui, mais c'est un problème d'argent. L'argent pour qui? L'argent pour eux, pas pour le peuple. C'est ce que je veux vous dire. C'est le seul moyen de s'accaparer de cette manne-là et de vivre comme des rois. C'est ce qui se passe au Congo. Vous comprenez que depuis le premier boom pétrolier de Marien Ngouabi avec 20 milliards, avec M. Sassou Nguesso qui arrive au pouvoir en 1979, tout ce qu'on a eu comme argent, les 14 000 milliards,
le Congo ne s'est jamais développé. Pourquoi? Parce que ces gens ne sont là que pour capter la manne publique. C'est leur seule politique. Mais là j'ai toujours du mal à comprendre. J'ai toujours du mal à comprendre parce que ce ne sont pas des gens qui ont une vision. Quand on parle de République, c'est quelque chose, c'est une chose commune. Ça nous appartient tous. Donc, il faut redistribuer. C'est un problème de redistribution de la richesse nationale au Congo. Il y a, disons, 10% des Congolais qui ont 90% de richesse du pays, ce qui n'est pas normal. Je veux bien comprendre que le mobile soit cette volonté de s'accaparer de la manne financière du pays avec toutes les données que nous avons, avec toutes les enquêtes qui ont été réalisées au niveau international par les organes appropriés et légitimes pour mettre en évidence les malversations à ce niveau international, on voit très bien que c'est des gens qui sont vachement enrichis. Mais est-ce que c'est le seul facteur? Parce que quand on en voit aussi au niveau de l'agir politique, le Congo est en Afrique parmi les pays, en tout cas, qui ont une histoire politique très, très, très difficile. Très difficile. On est passé par la guerre civile, le retour de M. Denis Sassou Nguesso, au moment où on se disait, mais peut-être avec son expérience, il va faire mieux, mais il a fait pire. Il a fait pire. Il a fait pire jusqu'à soumettre une région de sa République à une guerre de plus de 2 ans, à l'arme lourde, je dis bien, avec des milliers et des milliers de morts. Et ils n'ont pas arrêté de continuer un peu dans la bêtise. Est-ce que cette volonté de s'enraciner au pouvoir, ça n'est pas une peur par rapport à ce qu'ils ont posé comme acte au Congo-Brazzaville? On les a entendus dire, par exemple, le président du PCT, comme on l'appelle, M. Ngolo, ils savent ce que perdre le pouvoir veut dire. Et d'autres l'ont dit en d'autres circonstances. Alors, est-ce que nous pouvons nous broder un peu sur ces dimensions purement politiques, à côté, n'est-ce pas, du facteur économique, ou bien de la volonté de vouloir s'enrichir et toujours, même quand on est déjà très milliardaire? Vous allez voir que la violence politique la violence fait partie de l'ADN politique au Congo. Et je pense que nous sommes l'un des seuls pays où on n'a jamais eu une alternance démocratique. Youlou est débarqué par les syndicalistes, ou même Massamba Deba. Massamba Deba est débarqué par Marien Gwabi. Marien Gwabi est tué par ceux qui viennent après et qui accusent les Bakongo d'être à l'origine du coup, la clique de M. Denis Sassou Nguesso. M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir, c'est la conférence nationale qui est un coup d'État de palais, puisqu'il n'y a pas, le peuple n'a pas voté pour que Sassou parte, même s'il est arrivé par la force. C'est un coup d'État de palais qui le fait partir. Après, vous parlez de la conférence nationale comme d'un coup d'État, c'est cela? Mais ce n'est pas une alternance. Quand on fait partir, on demande à Sassou de confier ses prérogatives à la conférence nationale souveraine, on peut considérer ça comme un coup d'État de palais. Même si c'est la volonté du peuple, personne n'a voté pour ça. On l'a contraint. C'est le général Mokoko qui dit qu'il faut accepter qu'il y ait une discussion, que le peuple puisse s'exprimer à travers ses délégués au niveau de la conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine, c'est un coup d'État de palais. On peut le dire aussi. Bon, mais quand même, donnons de l'importance. Après, on a le premier vote démocratique. C'est le premier vote démocratique que l'on fait qui emmène M. Lissouba au pouvoir. Mais au bout de 5 ans, on n'a pas organisé les élections. Et qu'est-ce qui arrive au bout de 5 ans quand on n'organise pas les élections? M. Sassou profite de ça pour faire un coup d'État. Donc, vous voyez,
Dans toutes les transitions qu'il y a eu au niveau de nos chefs d'État, il n'y a jamais eu une alternance démocratique comme telle. Ben, On a aussi oui. parlé de M. Yombi Opango. Yombi Opango, il vient en 77-79, M. Sassou le fait partir. C'est aussi un coup d'État de palais. Oui, mais d'accord, j'ai bien peur quand même que vous ne réduisiez la portée d'un événement historique qui est d'ailleurs le tout premier au Congo-Brazzaville, qui est la conférence nationale. Vous comprenez très bien que dire que c'est un coup d'État de palais, ça me semble un peu trop, non, monsieur Miakasissa? Pourquoi? Parce que dans un pays où on n'a jamais eu l'occasion, n'est-ce pas, de créer un contexte propice aller évidemment vers la démocratie, on ne peut pas dire que ça soit un coup d'État de palais parce que déjà, la situation n'est pas congolo-congolaise. La situation de la conférence nationale est due quand même à un contexte international. Et ce même contexte international qui influence aussi profondément nos gouvernances politiques en Afrique. Donc maintenant, si à la conférence nationale se tient comme ça s'est tenu, et vous comprenez aussi dans le processus de la conférence nationale, M. Sassou avait envoyé M. Lucide Ngoma comme étant le président du présidium. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était des vrais états généraux au Congo-Brazzaville, un peu dignes de ce qui s'était passé en France en 1789, on peut le dire, juste après. Alors, et après, on a quand même construit un contexte où les Congolais se sont exprimés pour la première fois au Congo. Ça, c'est quand même des moments très, 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 très denses pour que ça soit inscrit, n'est-ce pas, dans l'histoire du Congo comme étant des moments forts. Oui, je ne minimise pas l'importance de la conférence nationale souveraine, mais qui a voté pour la conférence nationale souveraine? C'est le peuple congolais. Le peuple congolais n'a pas voté. Qui a envoyé les délégués au niveau de la conférence nationale souveraine? Qui les a choisis? Ce n'est pas le peuple congolais. Donc, on peut considérer ça aussi comme étant un coup d'État de palais. Quand M. Sassou est toujours au pouvoir, quand il envoie M. Lucide Ngoma, après, les Congolais se réunissent, se disent, M. Sassou peut rester là, on lui retire tous ses prérogatives qu'on confie à celui qui va diriger la conférence nationale souveraine. C'est là où je parle de coup d'État de palais. Personne ne vote. Le premier vote qu'on a, le premier vote démocratique qu'on a, c'est avec M. Pascal Lissouba, qui est élu démocratiquement. Oui. Là, il est élu démocratiquement. Mais quand on voyait bien que la conférence nationale souveraine, on a forcé la main à M. Sassou. On avait une armée qui était républicaine, d'où le mérite du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui a dit qu'il fallait laisser que les politiques puissent s'exprimer, que le peuple puisse s'exprimer sur la direction que devait prendre le pays. C'est pour ça que je parle d'un coup d'État de palais. Mais le premier acte démocratique que nous posons, c'est l'élection de M. Pascal Lissouba. Comprenez? C'est ça mon raisonnement. Je ne nie pas l'importance. Mais là, dans ce raisonnement, le docteur Miakasissa, c'est dans ce raisonnement parce que l'effort qu'on essaie de faire, de comprendre, parce que c'est quand on comprend très bien quelque chose et qu'on peut proposer des solutions qui soient des solutions fortes et des solutions pérennes. Bon, vous avez dit également que oui, mais M. Lissouba n'a pas organisé les élections. Mais là aussi, il faut comprendre que c'est processuel. On ne peut pas, n'est-ce pas, condamner Pascal Lissouba. En plus, il n'avait pas expliqué qu'il n'allait pas les organiser. Sauf que les choses sont allées très, très vite. Et M. Denis Sassou Nguesso, qui rentrait de France, et soit dit en passant, avant de rentrer en France en février, en mars, sa fameuse conférence de presse à l'hôtel Sofitel vers la place d'Italie. Je rentre, je suis général d'armée. Et puis, on voit aussi la cargaison d'armes partie du Bourget aussi avant la guerre. Ça montre à suffisance que M. Denis Sassou Nguesso, qui venait de passer peut-être 2 ans en France à préparer son coup d'État, voyait très mal l'organisation des élections libres comme c'était prévu. Qui est au pouvoir? Pascal Lissouba. Bon.
Donc, la démocratie, c'est une culture qu'il faut avoir. Je pense que quand on est élu, dès le premier jour, quand on est élu démocratiquement, on se dit, à telle date, on doit pouvoir organiser des élections démocratiquement. Il ne faut pas chercher les faux semblants, les faux fuyants. Ce n'était pas M. Sassou qui était au pouvoir, c'était M. Lissouba qui était au pouvoir. C'était à lui, dès le premier jour où il avait été élu, pour mettre en place un processus démocratique, quitte à perdre les élections, pour dire aux gens, oui, j'ai été élu démocratiquement, mais nous allons encore voter, même si vous ne m'élisez pas, celui qui viendra là respectera le cadre qu'on a mis ensemble durant la conférence nationale souveraine. Au niveau de la conférence nationale souveraine, on avait pris certaines mesures. Le président du Conseil constitutionnel, est-ce qu'il a été mis en place durant le mandat de M. Lissouba? Mais tout ça, ce n'était pas le travail de la transition? Ce n'était pas la transition, M. Makassissa? Ce n'était pas la transition? Hein? Est-ce que ce n'était pas le travail de la transition de mettre en place toutes les institutions? La transition a duré combien de temps? La transition a duré que 2 ans avec M. Milongo. Ben oui, mais 2 ans, c'est suffisant pour mettre en place les institutions. Ben oui, mais on n'a pas pu les mettre. Mais ceux qui voilà, le font, pourquoi ils n'ont pas mis en place le président du Conseil constitutionnel? Ils ont eu 5 ans pour le faire. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Et ils l'ont fait au dernier moment. Et ils l'ont fait au dernier moment, qui était une manœuvre politique tout simplement pour proroger le mandat de M. Lissouba d'un mois. Vous voyez? Donc, quand on est élu, il ne faut pas seulement prendre la démocratie comme étant un buffet où on vient se servir, on ne prend que ce qui nous intéresse. Il faut tout prendre. Vous avez eu 5 ans pour diriger le pays. Dès le premier jour, vous vous dites que le 31 mars, je ne sais pas quelle date, nous allons pouvoir organiser l'élection, mettre en place ce processus pour dire que plus jamais aucun président ne sera élu dans ce pays s'il ne passe pas par la voie des urnes. Mais comme ça ne s'est pas fait, en face, ils en ont profité, ils ont fait un coup d'État. Ce contexte-là est très important et la discussion n'est pas finie. Hein? Non, on va toujours continuer à broder autour de ça, mais essayons d'aller un peu plus loin pour saisir un peu la portée, n'est-ce pas, du séjour de M. Macron dans la sous-région d'Afrique centrale. Soit dit en passant, M. Macron n'était jamais rendu au Congo-Brazzaville. Je pense qu'il a clairement évité de s'y rendre, puisqu'il a dit lui-même que depuis 14 ans, aucun président français n'est allé au Congo-Brazzaville, et que nous savons également que le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir a eu, n'est-ce pas, le coup de main, un fort coup de main de la France avec son président Jacques Chirac, qui a déclaré ce qu'il a déclaré ouvertement et sans embâge. Donc, que M. Macron dise que M. Denis Sassou Nguesso n'est pas le choix de la France, c'est quand même, ça bouscule ça. Hein? C'est à la limite un peu insultant de dire des choses comme ça. Il y a la continuité de l'État en France et aussi quand on va à l'Élysée, on s'enquiert, n'est-ce pas, de tout un tas de choses, à savoir quelle est la relation avec tel ou tel autre pays. Ça, ils le savent. Mais je pense que moi je l'ai écrit, j'ai dit que M. Macron, nous n'attendons rien de vous. Vous attendez quoi de la France? Et M. Macron est au pouvoir depuis combien de temps? C'est le 2e mandat qu'il entame. Ça fait 5 ans qu'il est au pouvoir. Il y a eu le discours de Ouagadougou. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Le contexte géopolitique a changé avec la guerre entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Donc, il y a un chambardement géopolitique. Et puis, il faut, comme toujours, l'Afrique maintenant est très, très convoitée à cause de ses richesses. Non seulement richesses énergétiques, et aussi au niveau de la transition écologique. Oui, absolument. Notamment avec les émissions de carbone et aussi avec les ressources minières comme le cuivre et le cobalt et le coltan dont les Occidentaux ont besoin pour leur transition énergétique, transition écologique. Donc, l'Afrique maintenant est très, très courtisée. On ne l'a pas dire maintenant.
l'Afrique a toujours été courtisée depuis les indépendances et même avant. Non, mais elle a été courtisée, mais quand on dit maintenant, c'est par rapport à la France. Avant, il y avait la France qui avait la main mise sur la Côte d'Ivoire. C'est vrai. Maintenant, il y a la Turquie, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a même les Américains qui viennent. Les Américains aussi viennent, ils veulent prendre leur part du gâteau, surtout en RDC. Et il y a bon, plus ou moins la Belgique. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on attend de la visite de M. Macron en Afrique centrale? Le logiciel est le même, le discours est le même, rien n'a changé, surtout pour nous au Congo-Brazzaville. Il y a 3 ans, M. Le Drian, qu'est-ce qu'il disait? J'ai dit à M. Sassou, les yeux dans les yeux, il fallait qu'il libère le général Jean-Marie Michel Mokoko et le ministre André Okobi Salissa. 3 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Donc, alors, c'est un discours hypocrite de la France, alors, au fond. Est-ce qu'on peut dire de cette manière-là? Est-ce que c'est la France a toujours été hypocrite vis-à-vis des Africains. C'est toujours une politique à géométrie variable. Mais vous savez, l'essence même de la politique étrangère française, c'est quoi? La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Si vous comprenez ça, vous comprenez la politique de la France. Donc, ne vous offusquez pas que Macron fasse 3h30 à Brazzaville. Pourquoi Macron fait 3h30 à Brazzaville? Parce qu'au Congo, le Congo est déjà acquis à la France. Quand M. Sassou revient au pouvoir, qu'est-ce que M. Sassou dit? Je suis au Congo-Brazzaville pour garantir les intérêts de la France. La France, le Congo-Brazzaville est considéré par la France comme étant un département. C'est déjà acquis. Ils font ce qu'ils veulent au Congo-Brazzaville. Total est là pour le pétrole et maintenant pour le gaz, parce qu'ils vont aussi exploiter le gaz. Mais là, maintenant, c'est Eni qui prend un peu plus d'avance sur le gaz par rapport à Total, donc en matière énergétique. C'est déjà bouclé. Mais ce n'est plus suffisant. Il faut aller voir où? En RDC, parce qu'en RDC, ils ont des réserves énormes de cobalt, de cuivre, de coltan nécessaires à la transition écologique. Maintenant, c'est là où ça se passe maintenant. Ça se passe pour le Congo-Brazzaville. Même quand on parle du… Attendez, docteur Miakasissa, je veux bien vous comprendre un peu l'approche qui est la vôtre là. Vous dites que finalement, les 3 heures passées à Brazzaville, c'est tout simplement que, ben, écoutez, là, c'est déjà acquis, il n'y a pas trop de travail à faire. Et qu'en Angola, on va aller dormir en Angola, en RDC et au Gabon, parce que là-bas, c'est là où il y aurait beaucoup de travail à faire pour convaincre, pour que la France ne soit pas foutue dehors, comme ça s'est passé au Mali et au Burkina Faso. Est-ce que ce que vous voulez dire? Exactement. Mais quand on vous dit qu'on vient chez vous pendant 3h30, vous, président de la République, pouvez l'accepter? Et vous dites, ne venez pas. Mais si vous l'acceptez, parce que les gens savent qu'au Congo-Brazzaville, le Congo-Brazzaville est déjà acquis à la France. C'est ça le problème. Quel est le pays qui ramène M. Sassou Nguesso au pouvoir? Ce n'est pas la France? Ben oui, mais c'est la France, mais vous voyez très bien aussi que M. Macron l'a exprimé d'une manière ou d'une autre. L'a exprimé clairement par rapport à son discours à Kinshasa, parlant du Congo, du pays voisin juste à côté. Donc, on ne peut pas dire que, ben non, mais je suis passé rapidement au Congo-Brazzaville parce que ben là, c'est déjà acquis, c'est déjà dans la poche. Et alors que, dans le même temps, il exprimait une sorte d'agacement vis-à-vis de Denis Sassou Nguesso qui serait un personnage infréquentable ou des choses comme ça et qu'on ne va pas faire pour ne pas fâcher des gens quand on passe dans la sous-région. Donc, c'est pourquoi ben, on est quand même passé, ça fait 14 ans qu'on n'est pas allé. Donc, il y a quand même là, en dehors du fait de dire que le Congo-Brazzaville est acquis à la France, mais il y a plutôt à travailler aussi cette forme d'hypocrisie-là que Sassou Nguesso ait soumis son pays à ce que tout le monde sait, mais qui ne veut pas dire dans les médias traditionnels au niveau international. Ce que Sassou Nguesso a fait vivre aux Congolais, c'est insupportable. C'est insupportable. Et la France n'en dit rien. Et les autres pays occidentaux n'en disent rien. En Belgique, Sassou Nguesso est reçu, un lobbyisme en Angleterre également.
Donc, il y a quand même un faisceau de gens, un groupe de gens autour de Denis Sassou Nguesso au niveau international et qui ont un pouvoir extraordinaire, le pouvoir d'argent, qui les permettent à mettre Sassou Nguesso sur une liste. On a vu à la mort de la reine d'Angleterre comment est-ce que Denis Sassou Nguesso, toute honte bue, a été, n'est-ce pas, traité comme on l'a traité de cette manière-là. Mais vous le dites vous-même. Mais le problème des Congolais ne les intéresse pas. C'est le business qui les intéresse. Pendant que nos parents souffrent au Congo-Brazzaville, Total continue à faire son business. Eni continue à faire son business. Il y a une déforestation au nord du pays, ça continue. Donc, pour eux, le Congo-Brazzaville est déjà acquis. Et Sassou, il est là pour le pouvoir français. Il faut le comprendre. Mais pourquoi vous comprenez bien que tous les opposants congolais, quand ils viennent sur la place de Paris, où est-ce qu'ils courent? Ils vont voir le conseiller, la cellule africaine à l'Élysée. C'est comme si il fallait avoir le quitus du conseiller de Macron qui s'occupe de l'Afrique pour exister au Congo-Brazzaville. Non. C'est au peuple congolais de dire qui il veut comme dirigeant. C'est vous-même qui prêtez le flanc pour vous faire abattre. Quand vous venez à Brazzaville, vous allez à Paris, vous allez au Quai d'Orsay, vous allez voir le conseiller de Macron. Et qu'est-ce que vous leur dites? C'est vous qui détenez les clés, la solution pour qu'il y ait une certaine alternance de démocratie au Congo-Brazzaville. Mais c'est faux. C'est au peuple qu'il faut s'adresser. C'est au peuple qu'il faut parler. Dire que oui, ça suffit maintenant. Comme disait Frantz Fanon, nous maintenant, ce n'est pas dans une relative opacité. Notre mission, on la connaît maintenant. Il faut qu'on la remplisse. On doit être aux côtés du peuple congolais. Nous devons soutenir le peuple congolais pour qu'il y ait la démocratie dans notre pays. Bien que ce soit le système le moins mauvais, mais c'est celui-ci qui nous permettra, dans un cadre constitutionnel que nous aurons tous voté, pour pouvoir servir normalement le peuple. Nous ne pouvons pas demander à M. Macron de venir exprimer les besoins du peuple congolais. Non, c'est aux Congolais de dire ce qui ne va pas chez eux. C'est bien vrai, c'est bien. Vous savez, docteur Miakasissa, notre émission, vous le savez très, très bien, c'est perspective et prospective. Dans une perspective, et puis on voit, à travers ma fenêtre, je vois un peu quelque chose, il y a une vision là, une vision. Et la prospective, quand même, mettre un peu de l'intelligence dans le redessinement de ce que pourrait être le Congo-Brazzaville. Là, vous avez dit, oui, mais c'est le peuple. Mais concrètement, comment aide-t-on ce peuple? Comment aide-t-on ce peuple? Comment s'intéresse-t-on à ce peuple? Comment est-ce que le changement tant attendu par les Congolais, par ce peuple congolais, peut être impulsé avec le peuple qui est quand même aussi victime, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe, parce que M. Denis Sassou Nguesso, quand il achète ses armes, on lui vend les armes de toutes les façons. Il a toujours acheté ses armes sans problème. Il est allé en acheter en Corée du Nord et au niveau international, on sait qu'il s'approvisionne. Et quand il s'approvisionne en armes, on sait très bien aussi que ce n'est pas pour aller faire une guerre étrangère ou protéger le Congo contre les envahisseurs étrangers en tant que tel, mais c'est pour faire la guerre contre son propre peuple. C'est ça l'affaire. Mais quand vous parlez de ce peuple-là, de quel peuple vous parlez? Je parle bien du peuple congolais. Vous savez que le Congo-Brazzaville est une dictature. Et tout ce que se fait dans une dictature est irrationnel. Le peuple n'a pas le droit de s'exprimer. C'est le pouvoir pour une personne, ce n'est pas le pouvoir pour le peuple. C'est ça le problème. Donc, il y a des peuples qui ont jeté le pouvoir au dehors. Il y a des peuples, on a des exemples de peuples qui ont foutu le... Mais oui, nous parlons aux progressistes. Parce que nous parlons au camp de, comment on appelle ça, du rêve, de la persévérance. Vous comprenez?
Oui. Ce qui se passe actuellement, c'est que le peuple congolais est embastillé par un pouvoir, par une dictature. Le Congo-Brazzaville est une dictature. Donc, il faut que les gens prennent conscience, se disent que ce qui se passe là n'est pas normal. On ne peut pas être au service d'un homme, on est au service de la République. Mais là, le pouvoir se situe à quel niveau actuellement? Mais le pouvoir se situe au niveau purement militaire. Quand on voit ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, notamment en Guinée, au Burkina Faso, au Mali, et ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir. Ce n'est pas le peuple qui s'est soulevé dans la rue pour aller renverser les institutions. Donc, nous avons des patriotes au niveau de l'armée, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Le pouvoir actuellement est militaire au Congo-Brazzaville, et s'il faut le prendre, ils ne vont pas le donner comme ça, ils ne vont pas nous le servir. Donc, ça sera une action militaire qui va aboutir au départ de M. Denis Sassou Nguesso. À moins qu'il organise, s'il retrouve un moment de sagesse, qu'il organise un dialogue national inclusif, on pourra voir les conditions de son départ pour préparer le futur du peuple congolais de cette jeunesse. Mais actuellement, il faut se dire que nous sommes dans une dictature. Et tout ce qui se passe dans une dictature est irrationnel. Ne dépend que d'une seule personne, ne dépend que de M. Denis Sassou Nguesso. Oh, ben vous dites irrationnel, c'est plutôt ce qui se passe dans une dictature n'a rien de démocratique, mais pour la rationalité de ce qui se passe, c'est bien rationnel. La rationalité, c'est, n'est-ce pas, d'ajuster toute une fin à des moyens. Et la fin pour le régime, c'est certainement se pérenniser au pouvoir et penser à une dévolution du pouvoir qui soit monarchique. C'est ce qui se fait dans les officines de ce pouvoir-là. Donc, plus rationnel que la dictature, la pratique politique de la dictature congolaise, tu meurs. C'est très, très rationnel, à mon sens, monsieur. Non, mais quand je parle d'irrationalité, c'est qu'il n'y a pas la raison. Vous et moi, nous sommes démocrates. Donc, nous ne pouvons pas discuter avec les gens qui se disent « nous allons nous maintenir par la force ». Nous ne pouvons pas discuter avec les gens qui nous disent « nous allons nous maintenir par la force ». Quand nous savons que nous avons tous le Congo-Brazzaville en partage. Je ne puis penser que M. Denis Sassou Nguesso ait reçu le Congo-Brazzaville en héritage de sa mère. Ben non. Ouais, non. Le Congo-Brazzaville appartient à tous ses enfants du nord au sud, est, ouest et du centre. Voilà. Donc, tout ce que nous demandons, c'est un cadre pour qu'on puisse se retrouver et discuter pour faire avancer vous le demandez à qui? Vous le demandez à qui, M. Mekassissa, ce cadre? Vous demandez à tous les Congolais. Nous ne sommes pas sur place. C'est sûr que moi, M. Mekassissa, aujourd'hui, si je prends l'avion, je vais au Congo-Brazzaville, je serai arrêté. Je n'irai pas haranguer les foules pour leur dire voilà ce qui se passe, ce n'est pas bien. Les gens vous disent. Mais quand vous dites que vous le demandez au peuple, vous demandez ce cadre au peuple, mais c'est ce cadre qui est évidemment dans une prison à ciel ouvert, comme vous le dites. Et donc, si vous dites que non, mais ce cadre, on va le demander au peuple congolais, bon, ben, c'est un peu comme on dit ici au Québec, pelleter les nuages. Je peux pelleter la neige devant chez moi, je vois que je dégage ma voix, mais pelleter les nuages, c'est rentrer dans une action où il n'y a pas de, il n'y a rien à faire une telle action, il n'y a pas de résultat, puisque le peuple est dans cet état. Il faut peut-être le demander au régime en place, mais ils ne pourront pas, puisqu'ils savent très bien à quoi ça revient de perdre le pouvoir. Ils le disent tous les jours, tous les jours. Donc, on se demande vraiment comment obtenir ce cadre-là, parce que nous tous, nous voulons que le cadre puisse changer et que les Congolais puissent commencer à parler vraiment de la nation en tant que telle. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a perdu. Les Congolais sont capables de retisser, n'est-ce pas, les fils effilochés, ce qui a été effiloché du tissu national. Mais les gens qui sont au pouvoir ne l'entendent pas de cette oreille. Ouais. Comme je dis, on peut faire la politique de cette manière. Il y en a qui sont sur place, qui se battent, qui sont très, très courageux, qui sont arrêtés, qui sont en prison. Nous, ici, à travers les réseaux sociaux aussi, on essaie un peu de conscientiser les gens, de dire ce que nous pensons. Parce qu'à la fin, qui va décider? C'est le peuple qui va décider. Si aujourd'hui, M. Mekassissa, on dit on ne veut pas vous confier une responsabilité nationale, mais ce n'est pas grave. Mais à partir du moment où
les libertés fondamentales seront respectées. Chacun de nous aura droit à un minimum vital, au bien-être. C'est tout ce que nous demandons pour le peuple. Mais ça se fait de plusieurs manières. Même ceux qui sont sur place au niveau de l'armée, vous pensez qu'on n'a pas de patriotes? Les gens qui pensent que ce qui se passe là au Congo-Brazzaville n'est pas normal. Parce que ne nous leurrons pas, la situation au Congo-Brazzaville, elle est militaire. Monsieur Denis Sassou Nguesso passe son temps à aller acheter des armes. Pourquoi? Pas pour mater une armée étrangère, mais c'est pour mater le peuple congolais. Et puis le peuple congolais est traumatisé par la guerre du 5 juin 1997. 400 000 morts, on n'en parle pas. C'est un crime contre l'humanité. Et les médias occidentaux n'en parlent pas. Mais nous en parlons. Et il faudra peut-être revenir là-dessus. Les historiens vont se pencher sur ce problème. 400 000 morts. On a peut-être en face de nous le Pol Pot congolais. Ce sont des Congolais qui ont tué les Congolais, ce qui est anormal. C'est une guerre fratricide. Et en dehors de ça, avant qu'on en arrive là, quand vous voyez ce qu'il y a eu dans les cours révolutionnaires de justice, quand on a tué les Kangila, les Sambaliens, Monsieur Sassou a castré les Congolais. On a tué les Congolais au petit matin. C'était les Congolais qui tuaient les Congolais, ce qui n'est pas normal dans une république. Voilà. Et nous avons en face de nous un peuple traumatisé, il faut le dire, traumatisé par ces différents assassinats politiques. C'est le seul pays, l'un des seuls pays au monde où le président de la République est assassiné en plein après-midi, et après on tue le cardinal, et après on tue un autre président de la République, l'ancien président de la République. Ce n'est pas normal. La violence politique fait partie actuellement de l'ADN politique au Congo. Mais il faut changer le paradigme. C'est notre mission actuellement. Vous le dites là, je voudrais, avant qu'on avance un peu plus au devant, vous venez de dire quelque chose là, parce que quand on regarde, on fait une radioscopie de la politique au Congo-Brazzaville, il me vient à l'esprit l'ancien Premier ministre, paix à son âme, Antoine Dacosta, qui avait déclaré quelque chose qui est resté gravé dans la mémoire des Congolais, qu'un groupe de personnes avait été arrivé aux combines du pouvoir et qui n'avait que pour, bon je le dis comme ça, c'est pas exactement dans ces termes, mais l'idée c'est ça, que ce microcosme de personnes qui sont parvenues aux combines du pouvoir et qui sont prêtes à faire la peau aux autres. Et ils ont été obligés de fuir ce pays à cause de ce groupe-là. Et à la faveur de la conférence nationale qui crée un environnement duquel on pouvait penser que voilà le moment opportun, le moment kéros, le moment opportun pour recréer quelque chose, on retrouve ce même groupe d'individus, les dents dehors, prêts à vous faire encore la fête, si vous voulez. Et apparemment, ils n'avaient pas tort. Bah, ils n'avaient pas tort. Mais il n'avait pas tort. C'est le gangsterisme politique au Congo-Brazzaville avec M. Sassou à la tête de ce clan. C'est le cas aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Vous regardez un gouvernement qui est là depuis maintenant, de 87 à maintenant, ça fait bien 25 ans, hein, ça fait un quart de siècle maintenant qu'ils sont revenus au pouvoir. Et voilà, des gens qui sont, ils ont eu l'argent, hein, que personne d'autre n'a jamais eu. Et voilà, donc ils sont restés très, très longtemps au pouvoir et on a comme l'impression qu'il n'y a plus rien qui se fait. Mais il n'y a plus rien puisqu'ils tournent. Plus rien. Alors, à quoi bon rester au Ils n'ont pouvoir? pas de perspective. Ils font toujours la même chose. On est toujours dans les incantations. On est toujours dans les programmes. Hein? Qui a parlé de l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000? On est en 2023. Et c'est M. Sassou qui veut toujours remettre l'agriculture au centre de son programme politique. Avant l'an 2000, on en avait parlé. Hein? Qui a parlé On a eu le plan triennal, le plan quinquennal, le chemin d'avenir, la nouvelle espérance. Maintenant, allons seulement, je ne sais pas jusqu'où dans le ravin.
Mais tout ça ne donne rien. À un certain moment, ce que vous remarquerez dans... Vous savez, la vie, ce sont des projets. Il y a une planification, il y a une réalisation, c'est ce qu'on appelle le plan Ducek de Doming. Planification, réalisation, évaluation. Mais ce mot-là n'existe pas dans le langage politique congolais. Qu'est-ce qu'on a déjà évalué comme programme au Congo? C'est-à-dire, voilà ce qu'on a fait, voilà les résultats, on a bien fait, on a mal fait, il faut corriger pour pouvoir avancer. Le plan Ducek, acte, ça n'existe pas. Donc, on tourne en rond. C'est tourner en rond. Et ça en devient pratiquement ridicule. Et c'est quoi la finalité de la pratique du pouvoir au Congo-Brazzaville? C'est la finalité, c'est simplement protéger les gens qui sont au pouvoir jusqu'à ce que, bon, éternellement, quoi, puisque oui, les pouvoirs régaliens ne sont plus, comment je peux dire ça, les pouvoirs régaliens ne sont plus fonctionnels en tant que tels. Ça n'existe pas. Comme M. Sassou vous dit qu'il n'arrive pas à dormir, il est 40 ans au pouvoir, son seul souci, c'est de payer les fonctionnaires. Vous pensez que c'est les seules fonctions du président de la République, c'est de payer les fonctionnaires? On a une population qui n'a pas accès à l'eau potable. On a l'électricité. Est-ce que vous savez qu'avec la centrale qui est à Pointe-Noire, la centrale de Ndjeno qui est à Pointe-Noire, oui, peut alimenter toute la ville de Pointe-Noire et une partie de Brazzaville? Mais vous savez ce qui se passe? Non. Une partie de l'électricité est vendue en RDC. Ah oui? Ben oui. Donc les Congolais n'ont pas d'électricité, on le vend dans un pays. Les Congolais n'ont pas d'électricité, on est en capacité de fournir toute la ville de Pointe-Noire sans délestage. Parce qu'avec la centrale qu'il y a là, mais on préfère détourner cette électricité-là pour aller le vendre en RDC. Ce n'est pas une bonne... Si je comprends très bien, dans l'exemple que vous venez de donner, oui, le régime en place au Congo-Brazzaville a une finalité claire et nette. La finalité serait, n'est-ce pas, de faire souffrir les Congolais, donc détruire les Congolais, faire souffrir les Congolais, donc détruire les Congolais pour sa propre pérennité au pouvoir. Est-ce que, quand j'ai dit ça, ça rencontre à peu près l'analyse que vous êtes en train de faire? Est-ce qu'envoyer le courant à Kinshasa alors que les Congolais n'en ont pas, ne pas payer les étudiants alors qu'il y a l'argent, on a encore vu, on a donné, c'est pas 480 millions pour aller fêter, c'est pas moi, la fête des femmes quelque part, on peut multiplier, et entre-temps, il y a des jeunes étudiants qui n'ont pas de bourse depuis très, très longtemps. Les gens ne sont pas payés, les pensionnaires ne sont pas payés et on gaspille de l'argent comme ça. Donc, il y a une volonté manifeste, clairement exprimée, de ne pas, n'est-ce pas, de ne pas aider ce peuple congolais. Non, mais on a l'impression que le peuple congolais n'est pas la priorité de ce gouvernement. Ah. Ce sont des gens qui veulent qu'on les applaudisse et qui veulent rester là et donner les miettes au peuple. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, l'éducation est par terre. Vous voyez les infrastructures de M. Jean-Jacques Bouya? Oui, les infrastructures des 20 ans, là, les 20 ans des grands travaux, oui. Qu'on appelle des chinoiseries. Un monsieur qui est au gouvernement. Et en plus, c'est un député du PCT qui le dit à l'Assemblée. On a décaissé à peu près, je pense, 153 milliards pour construire une route qu'on n'a jamais construite. Et ce monsieur est toujours ministre. Vous trouvez ça normal? 153 milliards. Wow. Et je pense que c'est un Camerounais qui disait, si vous volez 1 milliard, il ne faut pas voler, mais si vous volez 1 milliard, vous allez vivre avec 1 million par mois pendant 83 ans. C'est énorme. Et pourquoi voler tout cet argent-là? Ça leur sert à quoi? J'ai l'impression que c'est la politique de l'accaparement. On veut tout avoir et pour avoir des obligés, au fond.
Ils font de vous des obligés, puisque c'est eux qui détiennent la manne financière. Donc, vous êtes obligé d'aller vers eux, il faut qu'ils vous en donnent un peu, pour qu'eux, ils se maintiennent au pouvoir, tout simplement. Il n'y a pas une vision politique telle au Congo. Qui fait l'évaluation des différents programmes au Congo-Brazzaville? Personne. Personne. Tous les plans qu'il y a eu, on va vous dire, ah non, le plan a glissé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un programme d'ajustement structurel. Prenons le cas de M. Denis Sassou Nguesso quand il revient au pouvoir avec l'initiative PPTE. Les pays peuvent très endettés. 2010, on efface la dette de 2 milliards 900 millions de dollars américains. 2017, le Congo est encore endetté et on cache la dette publique, un pays qui cache la dette publique. On repasse à 9 milliards de dollars. Vous trouvez ça normal? Mais entre-temps, le Congo a eu des excédents budgétaires. On a eu jusqu'à 14 000 milliards. Et en ce temps-là, avec le dollar, la parité du dollar, ça faisait 28 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on peut rembourser 3 fois la dette du Congo. Le monsieur Sassou, est-ce qu'il a mis cet argent-là? C'est le cash du siècle. Un président qui a volé 28 milliards de dollars. Les Congolais doivent le savoir. 28 on peut rembourser 3 fois la dette du Congo. Mais personne ne parle. C'est comme si c'était un fait normal, mais ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Quand on veut capter la manne internationale, la manne financière internationale, on se met à créer les projets. Mais oui, le fonds bleu, l'Antonio de Danaïl. Ben oui, c'est ça. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on va leur donner? On va leur donner 50 millions, 100 millions. Mais 100 millions par rapport à 28 milliards de dollars, c'est rien du tout. Bon, mais là, comme vous abordez déjà cette dimension, essayant d'avancer un peu avec la question que j'allais vous poser par la suite, c'est un peu, comment je peux dire ça, cette attitude de la France, cette attitude paternaliste de la France qui est là, qui montre qu'elle n'est pas là. Et aussi, si nous parlons de la France, c'est aussi toute la communauté internationale. C'est-à-dire qu'à côté de l'adversité interne que nous vivons au Congo-Brazzaville avec les Congolais, il y a une forme d'adversité externe aussi, hein, une adversité qui est faite aussi des combines. Hein. Il y a une belle combinatoire là. Quand on regarde les hommes et les femmes politiques français et françaises, on compterait sur les doigts ceux qui ne sont pas venus se servir à Brazzaville, là aussi. Hein. La route d'Oyo est connue de tout le monde, la mairesse de Paris, les Rachida Dadi, il y en a plein. Et aussi, pour que vous embrassez un peu cette analyse plus globalement, l'attitude du Fonds monétaire international aussi, c'est quand même les spécialistes de la finance qui connaissent très bien les circuits par lesquels l'argent s'évapore et qui savent très bien où est-ce que l'argent du Congo passe. Et être là à voir encore le Fonds monétaire international donner de l'argent à un pays où elle sait très très bien que l'argent du pays est dilapidé par ces moyens-là, on perd son latin. On perd son latin et puis on se demande, mais qu'est-ce qui se passe donc avec ce petit pays? Le Congo-Brazzaville est puissant à ce point, de sorte que le monde entier finalement puisse coucher sous sa dictée comme ça? Oui, mais les hommes politiques disent que pour M. Denis Sassou Nguesso, 1 million d'euros, c'est rien. Mais pour nous, c'est énorme. Mais ils viennent se servir. Si on parle du Fonds monétaire international, qui a joué ce mauvais tour aux Congolais dans l'effacement de la dette avec le Fonds monétaire international? C'est Yaya Moussa, qui était le représentant local du Fonds monétaire international au Congo. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il gère le pétrole congolais aux États-Unis. Donc, il y a une collusion dans cette histoire. Vous voyez bien que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, 2 institutions de Bretton Woods qui avaient été créées pour réduire la pauvreté dans le monde,
ont aggravé la pauvreté dans le monde. Au profit de qui? Au profit de la finance internationale. Au profit de quoi? Au profit de la dette. Voilà. Je vais vous donner un exemple. J'étais au Congo, je pense que c'était en 2012. 2012-2013. On avait des excédents budgétaires de 1000 milliards, 1000 milliards de francs CFA par an. Vous savez quoi? Le Congo a emprunté 12 millions de dollars à la Banque mondiale. Avec des excédents budgétaires. Avec des excédents budgétaires. Et la dette, c'est pour qui? La dette, ce n'est pas pour eux. La dette, c'est pour nous, c'est pour le peuple, c'est pour nos enfants. Eux, ils ne vont pas la payer. Vous comprenez? Donc, on marche sur la tête. Mais donc, le Congo, là, serait vraiment un vrai Eldorado. Pascal Lissouba n'avait pas tort de dire qu'en fait, on pourrait faire du Congo la petite Suisse, parce que quand on voit l'argent que Sassou distribue avec la corruption, je me rappelle encore des millions donnés à la Côte d'Ivoire qui ne veut plus rembourser, des millions donnés à la Guinée, des millions donnés à c'est vraiment un distributeur de monnaie, M. Denis Sassou Nguesso. Hein? Si on voit tout cet argent, les lobbies, les groupes de lobbyistes, je ne sais pas comment on appelle un certain Olivier, là, celui qui fait ses affaires avec la Grande-Bretagne et tout cela. Mais c'est incroyable. Le Congo serait bien plus qu'une belle petite Suisse, là, si on avait utilisé de façon parcimonieuse tout son argent. Mais ce n'est pas fini, parce que maintenant, il y a le gaz. Avec le gaz, on a 45 milliards de mètres cubes. On va commencer avec 1 milliard, bientôt on passera à 4 milliards 5. Hein? La tonne et le mètre cube est à 6 $. Vous voyez un peu la tonne. Ce qui veut dire que rien qu'avec le gaz, dans 2-3 ans, le Congo aura remboursé sa dette. Rien qu'avec le gaz. Parce que là, le gaz, il appartient à l'État congolais. Il n'y a pas d'étude à faire. Parce qu'avant, on torchait le gaz, on le brûlait. Maintenant, on va le vendre. Il n'y a plus d'étude à faire. Donc là encore, il y a énormément d'argent. Le Congo n'a plus besoin du Fonds monétaire international. Puisqu'avec le gaz, qu'on va commencer à vendre au deuxième trimestre ou deuxième semestre 2023 avec Eni, et ce sont des rentrées d'argent énormes. Mais comment expliquer là, le dernier argent donné par le FMI, là, tout dernièrement, il y a quelques mois seulement, on a entendu que le FMI aura accordé une certaine somme d'argent et ils sont contents par rapport à ça. Mais c'est de l'argent de poche pour eux. Ah ouais. C'est de l'argent de poche. Ils ont donné quoi? Ils ont donné 45 millions. Il y avait eu un scandale où le fils de M. Denis Sassou Nguesso avait volé 50 millions. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Il y a eu des ONG qui ont dit qu'il avait volé 50 millions. Mais il y a plus que ça. Je pense qu'il y a eu un compte dans une banque, je ne sais pas si à Malte, où il y avait plus de 100 millions d'euros que les Congolais n'ont pas voulu reconnaître. Ils ont dit non, ça ne leur appartenait pas. Donc l'argent a été bloqué. Le problème du Congo, c'est un pays très, très riche. Et les gens viennent se servir. Mais le problème, c'est que nous avons des dirigeants. Vous savez, prenons le Qatar. Le Qatar, c'est combien de barils de pétrole par jour? C'est 50 000 barils de pétrole par jour, je pense. Et le Congo-Brazzaville, c'est 300 000. Mais le Qatar a beaucoup de réserves de gaz. Mais vous voyez ce que le Qatar a fait dans les années 70, le Congo était beaucoup plus avancé que le Qatar. Et maintenant, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a plus de comparaison. OK. Bon, on va aller vers la fin de cette émission, M. Miakasissa. Et merci encore de votre disponibilité habituelle. Bon, maintenant, là, on a parlé du peuple qui est traumatisé. On a parlé du régime de M. Denis Sassou Nguesso qui est toujours au pouvoir et qui ne semble pas prêt à lâcher le pouvoir. Il y a les organisations internationales, la communauté internationale, y compris la France également, qui parfois
un peu comme la visite de Macron, 3 heures à Brazzaville. Bon, d'accord, c'est acquis, mais quand même, ça exprime quand même un certain malaise entre Brazzaville et puis Paris. Alors, comment voyez-vous un peu l'avenir du Congo? Hein? Comment voyez-vous l'avenir du Congo, puisque vous avez vous-même que les Congolais doivent se créer, n'est-ce pas, un nouveau contexte pour essayer de recalibrer les choses. Il y a cet espoir, évidemment, que tout n'est pas perdu au Congo-Brazzaville. Il y a encore quelque part un sursaut. Il y a un sursaut. Comment prendra-t-il forme, ce sursaut? Et que les organisations, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour le Congo, qui pensent au Congo-Brazzaville. Il y en a qui parlent aussi, n'est-ce pas, de la révolution du fleuve, par exemple, c'est-à-dire éduquer le peuple congolais à prendre conscience de sa condition, sans laquelle prise de conscience, eh bien, dis donc, les générations à venir qui viennent seront toujours dans des postures très tragiques au Congo. Donc, comment vous envisagez, comment est-ce qu'on peut changer la donne, de sorte que M. Denis Sassou Nguesso puisse en tirer à bon compte aussi, et les Congolais puissent en tirer à bon compte, malgré un peu le poids, n'est-ce pas, de cette séparation qu'il y a entre le peuple congolais et ceux qui le dirigent. Oui, notre émission aussi participe à la conscientisation du peuple congolais. On leur fait comprendre, ce sera à eux de choisir entre ce que leur propose M. Denis Sassou Nguesso et notre offre politique qui est une offre politique qui est globale, qui est inclusive vis-à-vis de toutes les Congolaises, de tous les Congolais. Mais il faut voir que la donne géopolitique est en train de changer. Quand M. Macron vient en Afrique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce n'est pas lui qui doit s'occuper de la démocratie dans ces pays africains. Et qu'est-ce qu'il propose? La seule chose qu'il propose, comme il dit, la France n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. C'est la transformation des bases militaires en écoles militaires. Vous pensez que c'est le peuple congolais a besoin d'écoles militaires? Hein? Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Nous sommes là pour nos intérêts. Ils ne sont pas là pour les intérêts du peuple congolais, ni des Africains. Donc, c'est à nous, maintenant, nous devons nous prendre en charge. Nous devons avoir les amis qui vont nous aider à sortir de ce développement. Parce que les gens au Congo, ils disent non, le Congo se développe. C'est un développement appauvrissant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il faut vous mettez des tours, mais à côté, à quoi? Les indicateurs socio-économiques ne marchent pas. La mortalité maternelle, elle est importante. La mortalité infantile est importante. La jeunesse est désœuvrée. Il n'y a plus de cohésion nationale. Parce que des fois, comme M. Mekessissa a écrit, on dit M. Mekessissa, il insulte les Chinois. Moi, je n'insulte personne. Je parle à toutes les Congolaises et à tous les Congolais. C'est l'offre politique qu'il faut changer, la donne politique. Et qu'est-ce qu'on voit? Ce sont les mêmes qui étaient au pouvoir, qui étaient là au pouvoir depuis les indépendances et qui sont au pouvoir aujourd'hui. Pour changer, il faut changer l'image, il faut changer la politique. Mais on peut faire la politique de différentes façons. Nous la faisons ici à travers les réseaux sociaux. On me dit Dieu merci. Il y en a qui la font sur place, mais à un certain moment, il faut qu'il y ait une convergence, une mutualisation de nos forces pour que le peuple prenne conscience qu'il mérite mieux et il y a une autre offre. Et cette offre-là, c'est celle-là que nous proposons. Notre mission, nous l'avons bien compris. C'est plus dans une relative opacité, c'est clair. Être à côté du peuple congolais, l'aider à sortir de ce carcan, de cette prison à ciel ouvert dans laquelle il vit. Et aussi parler des gens qui ont mené ce combat aussi au niveau de l'élection présidentielle. Le général Jean-Marie Michel Mokoko qui est en prison, il faut qu'il sorte. Le ministre Tobi Salissa. Il y a les partisans de M. Boukadia aussi. M. Boukadia est dehors, mais il y a ses partisans qui sont encore en prison. Il y a les partisans de feu colonel Ntsuru.
qui sont Togo, oui. Donc, toutes ces personnes-là qui souffrent, parce qu'à un moment, ils ont dit qu'on pouvait faire autrement. On a dit non, il n'y a qu'une seule voie. C'est la pensée unique, c'est la dictature au Congo. Et nous avons une pensée pour ces gens-là. Nous pensons que ces gens-là, leur place est dehors. Et ensemble, je pense que nous pouvons bâtir un Congo nouveau. Très bien, très bien. Merci, M. Miakasissa. Les médias sociaux nous ont donné un espace d'expression à mener ce combat-là, ce qui n'était pas le cas avant avec les médias traditionnels, qui étaient bien évidemment contingentés avec la censure, et que maintenant, chacun avec son téléphone portable dans la poche accède aux informations et à tout ce qui se dit. Donc, en tant que tel, la balle est lancée, n'est-ce pas, à tout le monde de comprendre ce qui se joue déjà par rapport à eux-mêmes et par rapport à eux-mêmes quand ils ne seront plus de ce monde, c'est-à-dire par rapport à leur descendance. Et c'est l'occasion aussi pour nous de dire à ceux qui dirigent le Congo-Brazzaville que l'histoire aussi, c'est quelque chose, même s'ils ne donnent pas l'importance à l'histoire, mais l'histoire reste un grand marqueur des sociétés en tant que telles. C'est-à-dire qu'ils ont une descendance aussi qui certainement voudra continuer à vivre après que ceux qui font la politique aujourd'hui avec les actes qu'ils posent, la responsabilité de ces actes-là, qui pourra se retourner sur leur descendance. Il faut le dire clairement aussi. Et quand nous le disons, c'est pour procurer la prise de conscience à tout le monde. Ce ne sera pas eux pour eux, donc pour nous. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Ce n'est pas dans ce sens-là. Oui. Il faudra qu'on aille de l'avant et puis à un moment, il faudra penser les plaies, mais il faudra aller de l'avant. Tout ce qu'on veut, c'est que… Mais non, mais il faudra dire quand même, non, ces choses-là, on ne peut pas balayer ça d'un revers de la main parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui se disent, par exemple, que non, écoutez, nous continuons à faire ce que, y compris tuer les autres aussi. Hein? On va continuer à le faire parce que demain, quand on ne sera pas là, nos enfants, mais les enfants aussi, quand on voit les enfants de Denis Sassou Nguesso sont partie prenante du jeu politique en tant que tel, c'est des acteurs politiques également qui, ce que faisons, sont des enfants, mais qui ont la responsabilité également. Quand nous le disons, c'est simplement pour pousser ces gens à prendre conscience. On ne peut pas se mettre à tuer les enfants des autres et conserver les leurs aussi. C'est un fait de réalité. Ce n'est pas mauvais de le dire. Mais c'est aussi une façon de faire comprendre, de prendre conscience à des gens à qui on donne la responsabilité de mener et qu'ils posent des actes qui sont patriotiques, louables, et non de continuer à poser des actes qui sont très, très difficiles, qui vont jusqu'à détruire la vie des autres. Quand je le dis avec cette force aussi, parce que les enfants des autres aussi, il faut les respecter, il faut les protéger. Vous voyez ce que je veux dire? Prenons l'exemple de Mandela en Afrique du Sud. Quand ils ont pris le pouvoir, ils ont su réunir ce qu'on appelle cette nation arc-en-ciel. Il y a eu la réconciliation. Il faudra qu'il y ait la réconciliation des Congolais. Oui, tout n'a pas été parfait, mais la perfection n'est pas de ce monde. Il faudra qu'on avance. Mais ce serait bien qu'ils commencent cette réconciliation pendant qu'ils sont là. C'est ça l'acte fort qu'ils devaient faire. C'est pendant qu'ils sont là qu'ils enclenchent cette réconciliation avec une sincérité vis-à-vis des Congolais. Et c'est à cette condition-là, évidemment, qu'on pourra régler une fois pour toutes, n'est-ce pas, la question politique au Congo-Brazzaville. Il faut qu'ils aient le courage de le dire pendant qu'ils ont tout le pouvoir et tout le pouvoir là-dessus aussi. Il ne faut pas attendre qu'ils ne soient plus là pour qu'on parle de la réconciliation. Bon, allez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. Allez-y, je vous laisse le dernier mot. Allez-y, M. Miakasissa. Hein? Je dis que Dieu nous entende, oui. Je pense que ça sera difficile, mais là où nous sommes, nous irons par la réconciliation. Il faudra que les Congolais parlent congolais, les Congolais parlent congolais, et ce n'est qu'ensemble que nous trouverons les solutions pour faire avancer le pays. Très bien, c'est votre dernier mot. Et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver à nos prochaines émissions. Merci. Et puis, comme d'habitude, nous vous demandons de
de cliquer sur le j'aime et puis envoyez-nous quand même quelques cœurs aussi. Hein. Vous savez comment est-ce que ça fonctionne. Et merci encore de nous avoir suivis. Et les commentaires aussi. Et faites des commentaires, absolument, c'est un espace de discussion. Alors, faites des commentaires sur tout ce que vous avez entendu, y compris même aussi nous faire la critique par rapport à la façon dont nous présentons, n'est-ce pas, les problématiques que nous partageons à travers des analyses. Et puis, exactement, voilà. Monsieur Goma. Monsieur Georges. Voilà. Merci, monsieur Miakasissa, d'avoir été là. Tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup.